Debout les Français avec Hilaire Bouillet. Hilaire Bouillet, vous êtes le président de Génération Z. Vous êtes aussi le candidat de Reconquête à la législative partielle qui va avoir lieu à Paris. Vous êtes opposé à Michel Barnier, contre lequel le Renaissance ne présente aucun candidat, car c'est un grand homme, c'est un homme remarquable, c'est un homme qui a fait ses preuves, alors que vous n'êtes rien, ou presque. Et comment... Quelle entrée en matière, Richard, bravo. On ne peut rêver meilleur réveil, cher Richard. Non, je plaisante, évidemment. Vous êtes face au système dans toute son horreur. Et surtout, vous êtes dans une circonscription qui est moins tranquille en fait qu'il n'y paraissait, puisque... Oui, puisque cette nuit, on l'apprenait, Hilaire Bouillet, il y a eu une attaque au hachoir, je crois, dans le 7e arrondissement de Paris, donc dans votre circonscription. Concrètement, j'ai envie de dire, vous arrivez ce matin, je ne sais pas si vous avez plus d'informations, mais en tout cas, qu'est-ce que ça dit d'un arrondissement qui est censé quand même être un arrondissement bourgeois et tranquille de Paris? Écoutez, hier, j'étais en effet sur le terrain dans le 7e, pour un tractage comme tous les jours avec mes équipes, quand j'ai un ami qui m'a appelé et qui était justement, donc c'est pas dans la circonscription, c'est vraiment la frontière parce que c'est vers Breteuil, qui m'a appelé en disant je viens de poursuivre quelqu'un avec d'autres gens parce qu'il s'est passé quelque chose. Je lui ai dit écoute, dis-moi en plus, donne-moi les infos que tu as. C'était assez vague et assez confus, c'est souvent comme ça dans ce genre de cas, mais il m'a dit il y a des policiers partout, ils cherchent quelqu'un dans une résidence et je crois qu'ils n'ont toujours pas retrouvé l'auteur. Mais effectivement, ce qui a été titré par la suite par les médias et ce que j'ai pu lire rapidement, même si on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est un homme qui s'est fait attaquer pour un différend. Donc un différend, ça veut tout dire, donc pour un oui ou pour un non, pour une cigarette ou pour un feu, pour un différend qui s'est fait attaquer effectivement au hachoir. Donc en fait, on se dit que je suis dans une circonscription tranquille, peut-être bourgeoise. Simplement un boucher énervé, Hilaire Bouillet, n'allons pas trop vite. Peut-être de ça, je ne sais pas. Enfin, quand même, mais on sait que cette circonscription n'est pas si tranquille. Oui, exactement, on n'est pas si tranquille. On a aussi le Champ de Mars qui n'est pas si tranquille, où on a malheureusement des affaires de viol de temps en temps, malheureusement. On a donc cette affaire de hachoir d'hier soir, donc on n'est pas dans une circonscription si tranquille. Par rapport à un de mes principaux adversaires, Michel Barnier, au-delà du fait que Renaissance n'ait pas mis de candidat face à lui, encore mieux, la suppléante de Michel Barnier est la maire du 5e arrondissement qui vient du parti Horizon. Michel Barnier a été soutenu par Édouard Philippe, ancien ministre de Macron, et Michel Barnier lui-même a été Premier ministre de Macron. Donc on a le candidat du système par excellence, et le tout, évidemment, béni par les Républicains, ou ce qu'il en reste, quand ils sont compromis comme cela dans le macronisme. Alors, effectivement, béni par les Républicains, ce qui fait que en face de vous, il y a d'un côté Michel Barnier, donc qui porte tous les espoirs de la Macronie. Rappelons que Gilles Legendre, d'ailleurs, s'était fait élire en 2017, si je ne m'abuse, dans cette circonscription, avant d'être jeté comme un mouchoir impropre par son propre parti. Il en avait été extrêmement surpris, il se pensait important, il n'était rien. Et il y a aussi Frédéric Bredin, si je ne m'abuse, oui, la socialiste blanchi sous le harnais. Qui a commencé par expliquer qu'elle n'aimait pas LFI. Après, les gens de LFI ont expliqué, mais vous n'avez pas le droit de dire ça, nous sommes des gens propres vis-à-vis du RN. Elle a dit qu'elle était d'accord. Mais il y a aussi Thierry Mariani, et là, on est un peu surpris. Thierry Mariani avait annoncé sa candidature avant la vôtre, et donc le fait que Reconquête présente un candidat, ça paraît tout à fait légitime, mais qu'il présente un candidat pile là où Thierry Mariani avait peut-être une petite chance de faire la différence, et par rapport à deux candidats quand même sépulcres blanchis et représentant de tout ce que la France déteste. Est-ce que c'est un bon choix de la part de Reconquête ? Écoutez, Reconquête est un parti qui vit et qui est en forme et qui présentera des candidats dans toutes les élections. Donc ma candidature est tout à fait légitime. Et en fait, si j'avais exactement les mêmes idées sur tous les sujets que Thierry Mariani, je serais au Rassemblement National et je serais suppléant de Thierry Mariani, ce qui n'est pas le cas, d'où ma candidature. Dans cette élection, dans une circonscription qui était réputée à droite, l'ancienne circonscription de François Fillon d'ailleurs, on a effectivement ce bloc mou, ce bloc central avec Michel Barnier soutenu par des centristes. J'ai du mal à définir Michel Barnier en réalité. On a Thierry Mariani qui est dans un parti qui ne se dit pas de droite. Donc les électeurs de droite, si je ne m'étais pas présenté, n'auraient eu personne pour qui voter. Les électeurs réellement de droite économiquement, de droite sur la sécurité, de droite sur l'immigration. Donc ma candidature est tout à fait légitime. Thierry Mariani, je le croise sur les marchés. Je ne le connaissais pas très bien avant, mais on a eu l'occasion d'échanger. Il est très sympathique. Sa candidature est tout à fait légitime. La mienne l'est tout autant.
Et après, écoutez, si les électeurs de la circonscription veulent voter pour le seul parti à droite aujourd'hui en France, Reconquête, ma candidature est là et je les invite tous à voter le 21 septembre prochain. Donc ça veut dire que Hilaire Bouillet, vous considérez qu'il existe des voix de droite et des voix de gauche, et que finalement, en fait, l'idée du camp national, du bloc national n'existe pas, parce que effectivement, c'est un sujet sur lequel on a déjà eu l'occasion d'échanger par le passé, mais concrètement, on considère aujourd'hui à peu près tous les instituts, tous les médias considèrent qu'il existe un bloc national qui comprend le Rassemblement national, Reconquête, Identité Liberté, l'UDR, et finalement, en fait, vous dites non, nous, en fait, on n'appartient pas à ce bloc national, on est simplement de droite. Mais on a des idées en commun, évidemment, avec ce bloc national. Et si je suis au second tour le 21 septembre, j'espère que Thierry Mariani appellera à voter pour moi au second tour. Et si Thierry Mariani était au second tour le 21 septembre, j'appellerai à voter pour lui. Moi, j'ai aucun problème. Mais on est encore dans une démocratie, le parti unique n'existe toujours pas. Donc, on a évidemment le droit de se porter candidat. Même si on appartient au même bloc national, tant qu'on n'a pas cette union des droites, et donc justement des accords pour pouvoir partir ensemble dès le premier tour, on se présente aux élections, et celui qui fait le meilleur score a le soutien de ceux qui font des scores moins élevés. Cette union des droites, est-ce que c'est un objectif de Reconquête en soi, ou est-ce que c'est une condition de bonne intelligence électorale ? Je pense que c'est une condition de la victoire pour le bloc national, pour le camp national. C'est un objectif de Reconquête. Et nous, notre ligne, elle est simple. On est pour l'instant le seul parti à vouloir cette union des droites. Alors moi, je dis aux électeurs qui veulent aussi de cette union des droites, donnez-nous de la force, donnez-nous vos voix, faites que nous soyons le plus haut possible et que nous puissions justement, en étant le plus haut possible, imposer cette union des droites aux autres. Ces législatives partielles, donc c'est le premier étage d'autres élections. Il y a aussi les municipales. Je suppose que vous serez là aussi candidat. Alors, je ne vais pas l'annoncer dès ce matin, mais effectivement, on n'aura pas l'exclu. Peut-être une autre matinale. Okay. Si vous me faites me lever un peu moins tôt. Nous recevrons Hilaire Bouillet une autre fois. Bon. Et donc, est-ce que Reconquête est en train de réussir avec Sarah Knafo une espèce de hold-up médiatique incroyable? Elle est partout, elle est invitée, ce qu'elle dit est repris, elle est extrêmement pugnace avec des gens comme Léo Mans qui a l'air de... Qui refuse encore le débat d'ailleurs, il est toujours invité. C'est normal, je veux dire, il se prend un taquet chaque fois qu'il ouvre la bouche, on comprend que le malheureux ait peur. Est-ce qu'on sent une dynamique en faveur de Reconquête? Alors, parce qu'il y a cette image médiatique, c'est une chose. Vous êtes sur le terrain avec votre acte. Est-ce que le discours de Reconquête touche les Français? Écoutez, on a une légère dynamique sondagière en ce moment, où on est passé de 1 à 5% dans les sondages. On partait de la catastrophe quasi industrielle de nos dernières élections législatives de 2024. Oui, alors vous avez réalisé 0,7%, et là les sondages, sur l'ensemble du territoire donnent à 5%. Exactement, vous donnez entre 4 et 5%, tout à fait. Exactement. Et aussi parce qu'on n'avait pas mis des candidats justement dans toutes les circonscriptions, d'où ce score de 0,7%. En cas de législative de dissolution, vous présenteriez des candidats dans toutes les circonscriptions? Écoutez, là justement, j'allais vous parler de cette dynamique, et notamment aussi de dynamique et sur le terrain, où nos retours sont très bons, et de dynamique interne, où nous avons quasiment bouclé. Il doit nous rester 5 ou 10 candidatures à boucler pour pouvoir présenter des candidats aux législatives partout en France. Partout. Donc c'est-à-dire que la dernière fois... On peut le faire. D'accord, parce qu'aux dernières élections législatives, donc en 2024, Reconquête n'avait pas présenté des candidats dans toutes les circonscriptions. Il y avait une logique, je crois, de récupérer 1% aussi dans 50 circonscriptions différentes. Il y avait aussi une logique, justement, comme on était accusé de vouloir faire perdre le camp national, etc. Enfin, tout le monde s'est mis à pleurnicher en disant Reconquête, c'est les méchants, ils vont nous faire perdre, alors qu'on allait tout gagner. On a fait les calculs après. Reconquête n'a empêché aucun candidat UDR ou RN ou LR d'aller au second tour ou de gagner. Mais j'ai envie de dire, c'est pas non plus une hypothèse improbable, vous l'admettrez même pour la question des municipales d'ailleurs, qui rejoint aussi cette question parce que c'est une élection locale. Concrètement, est-ce que c'est vraiment pertinent de présenter des candidats Reconquête dans justement toutes ces circonscriptions, d'avoir des candidats disponibles dans les circonscriptions, dans toutes les villes, alors encore une fois que... peut-être que c'est pas arrivé en 2024, mais il reste un risque que ça empêche un candidat de l'UDR ou du Rassemblement national d'arriver au second tour, quelque part. Oui, mais moi, encore une fois,
cette logique de parti unique ne m'intéresse pas. Et si justement, parce qu'on monte dans les sondages et parce qu'il y a une dynamique en notre faveur, on présenterait un risque, eh bien, très bien, mais mettons-nous autour de la table avec le Rassemblement national, avec l'UDR, avec pourquoi pas une partie des républicains restants qui sont encore à peu près de droite, et discutons-en. Moi, il n'y a aucun problème, pour ça. Mais en fait, on ne va pas se retirer des élections. On est un parti politique. Un parti politique, on a des idées qu'on défend et on se présente aux élections. C'est la définition même d'un parti politique. Parce que sinon, en fait, on met la clé sous la porte. On se dit que 2,5 millions de Français qui ont fait confiance à Reconquête en 2022, on les oublie. Que nos idées, en fait, on va toutes les renier et on va tous se confondre dans un parti unique. Mais ça marche pas comme ça, la démocratie. Alors, il nous reste environ 3 minutes. Il y a un dernier sujet que je voudrais aborder parce que je vous l'annonce, chers auditeurs, je vous donne d'ailleurs rendez-vous ce soir vers 18h sur la chaîne YouTube de Ligne Droite parce que nous allons diffuser un reportage que nous avons tourné lundi avec Hilaire Bouillet. Ce reportage, en fait, c'était un petit tour autour de la Tour Eiffel, du Champ de Mars, pour aller à la rencontre, on va dire, des vendeurs à la sauvette et aussi des habitants et des commerçants. Et des commerçants, exactement, qui vivent autour. Hilaire, donc ce qu'on avait constaté sur le terrain à ce moment-là, c'était que concrètement, il y avait une cinquantaine ou une centaine de vendeurs illégaux qui traînaient autour du Champ de Mars. C'était pas des gens qui créaient de l'insécurité au dire des commerçants et des passants avec qui on a pu discuter. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça crée de la concurrence déloyale. C'est un commerce déloyal. Ces gens ne paient aucun impôt. Est-ce que vous pourriez nous parler du ressenti justement que vous avez eu sur cette demi-journée de course-poursuite avec les vendeurs à la sauvette? Bon, alors, effectivement, on a fait un peu de sport lundi après-midi et je pense que ça vous a fait beaucoup de bien, cher Alexandre. Au-delà de ce petit trait d'humour, ça ne crée pas forcément de l'insécurité, mais il y a aussi une question d'image. La Tour Eiffel étant le bâtiment le plus visité de France par tous les touristes étrangers. Donc quand on est un touriste étranger en France et qu'on vient voir la vitrine de la France... C'est après Notre-Dame de Paris, aux dernières nouvelles, la Tour Eiffel. Mais oui, enfin... Un des 2 monuments les plus visités de Paris. Non, rien que l'Esplanade, c'est le plus visité. Et en fait, l'image qu'un touriste a de la France quand il arrive, du coup, ce sont des vendeurs africains qui courent en criant Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel. Est-ce que c'est l'image qu'on veut renvoyer de la France à nos chers amis touristes? C'est surtout la manière dont on admet que l'État, qui est rude avec la plupart des gens, est là laxiste une fois de plus. Bien sûr, parce qu'on peut faire une comparaison. Si vous tenez un commerce ou si vous êtes entrepreneur ou artisan et que pendant un mois vous vous dites tiens, je vais pas payer la TVA ce mois-ci, je vais la collecter, mais je vais la garder pour moi parce qu'en fait, ça m'arrange. Je peux vous confirmer que le mois suivant, le trimestre suivant, vous avez tous les services de l'État qui vous tombent dessus. Et dans la foulée, vous mettez assez vite la clé sous la porte. Donc, on a demandé, je ne sais plus si ça passera dans le reportage, si les vendeurs à la sauvette payaient la TVA. Bon, je pense que la réponse est assez claire, sans vouloir trop dévoiler le contenu du reportage qui sortira ce soir. Ils ne payent pas la TVA. Et en fait, tout ça participe à j'allais dire un sentiment, mais beaucoup plus qu'un sentiment, d'un État impuissant ou d'un État... oui, parce que, pardon, je précise, mais les vendeurs à la sauvette étaient attrapés par la police et, selon les commerçants, relâchés le lendemain. Bien sûr, c'est ce qu'on a demandé à une commerçante qui, justement, elle, vend exactement les mêmes Tours Eiffel, peut-être de meilleure qualité que les vendeurs à la sauvette, mais qui, elle, paye son loyer, qui elle paye la TVA, qui paye qui se comporte comme une Française normale qui respecte les lois. Exactement. Et qui donc est pénalisée. Et elle qui connaît du coup très bien les vendeurs à la sauvette, on lui a demandé est-ce que quand ils se font attraper par la police, est-ce que ça vous arrive, pourquoi pas le lendemain ou le surlendemain, de recroiser les mêmes têtes? Et la réponse était malheureusement oui. Donc en fait, ces vendeurs à la sauvette qui sont arrêtés régulièrement sont relâchés quasiment immédiatement. Parce qu'il n'y a aucune volonté, alors que c'est 4 000 euros d'amende, 6 mois de prison, c'est ce qui est inscrit dans la loi, mais si la loi était appliquée, cela se saurait. Et on n'a pas demandé les documents d'identité de tous les vendeurs à la sauvette qu'on a croisés. Mais s'il s'avérait que certains étaient étrangers ou binationaux, moi je vais être très clair, s'ils sont pris en flagrance pour des actes de délinquance, c'est la prison puis l'avion.
Merci beaucoup Hilaire Bouillet, en espérant vous revoir non seulement sur Radio Courtoisie, mais surtout dans le conseil municipal du 7e arrondissement. Alors là, ce sera peut-être à l'Assemblée nationale pour commencer. Et à l'Assemblée nationale d'abord, et en maire ensuite, et voilà. Et président de la République en 2027. Voilà. Après, il y a le cumul des mandats, donc il faudra que je fasse gaffe. Mais... Merci beaucoup Hilaire Merci Bouillet. Richard, merci Alexandre.